d'abord que nous sommes avec le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afognon. Il est le directeur national de l'enseignement catholique. Voilà, c'est avec lui que nous sommes en train de discuter, de débattre des sujets du jour. Voilà, dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'enseignement catholique lui-même. Voilà, et mon père, pour la première question que je te posais, à combien peut-on estimer aujourd'hui les enseignants dans... Alors, nous sommes à 5125 enseignants, tous les niveaux confondus, c'est-à-dire du préscolaire, primaire, secondaire, premier cycle, deuxième cycle, et les quelques enseignements techniques que nous avons, et à peu près les 4 écoles du supérieur que nous avons qui sont toutes basées à Lomé. Nous sommes à 5125 enseignants cette année. Oui. Merci beaucoup. Nous savons que dans un passé très récent, il y avait eu des remous, des mouvements d'humeur au sein de ce personnel enseignant dans le confessionnel catholique. Et comment est-ce que vous avez géré cette crise et aujourd'hui, peut-on parler du passé de cette crise? Non, cette crise perdure parce que elle est liée à nos moyens. En réalité, dans le préscolaire primaire depuis 1970, l'État prenait en charge le salaire des enseignants avec la cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc depuis 2007, cette disposition a connu des difficultés et les enseignants ne pouvaient plus passer sur le budget de l'État jusqu'en 2015, où suite à plusieurs négociations, il a été accordé que des enseignants catholiques et protestants passent sur le budget. Mais malheureusement, dans ce processus, ils ont été bloqués et ça a créé le corps que nous appelons les enseignants 1045 ou les enseignants sur le budget additionnel. Et du coup, tous ceux qui sont enseignants volontaires sont dans la même situation de précarité encore aujourd'hui. Quand on prend le secondaire, par contre, il y a une grille nationale qui fait que normalement la situation a connu en général quelques améliorations, mais tout dépend encore des diocèses parce que le milieu où se situe l'établissement va entraîner beaucoup d'influence sur le taux de l'écolage en vigueur. Si on est à Lomé et qu'on a peut-être comme frais scolaires 80 000, il ne faut pas du tout rêver. Quand on est déjà à Couvé, on ne peut plus demander pour la même classe 80 000. Et si on va à Zanou, et puis si on va encore plus loin, plus on va, disons, dans le milieu rural qui semble être plus défavorisé, plus le taux d'écolage chute. Or, il faut payer ces enseignants à partir des entrées, en termes de salaire, de déclaration à la caisse, mais sur ce même fonds, l'écolage, il faut entretenir les bâtiments, soutenir les activités parascolaires et le fonctionnement, tout ça. Ça fait que les entrées sont énormément inférieures aux dépenses. Du coup, sans un soutien conséquent de l'État, l'enseignement confessionnel catholique et protestant au Togo sera appelé à vivre 2 situations. Soit nous allons progressivement fermer nos écoles, faute de moyens, ce que nous ne souhaitons pas, et nous espérons ne pas en arriver là, même s'il est vrai que déjà nous avons fermé pas mal d'écoles. Certaines de ces écoles, nous les avons redonnées à l'État. Ah oui, et les infrastructures, on les a confiées carrément à l'État, parce que ces structures sont devenues des CEG publics. Au départ, c'était des CEG catholiques. Plusieurs écoles primaires
sont devenues publiques et elles étaient des écoles catholiques au départ. Mais l'autre situation, soit nous fermons, première situation. L'autre situation, c'est que nos écoles vont devenir une école d'élite. C'est-à-dire qu'on va fixer un taux, celui qui peut y vient. Du coup, en le faisant, on exclut pas mal de jeunes de conditions dont les parents sont de conditions modestes. Or, dès les origines, et ça il faut le rappeler, historiquement parlant, c'est prouvé, il y a les études de M. Gbedema pour ce qui concerne les protestants, les études du professeur Gaïbo sur les premiers réseaux scolaires dans notre pays. C'était l'œuvre des églises catholiques et protestantes. Donc, dès le départ, c'est au nom de l'évangile, sorti l'homme de la nuit. Et l'ignorance, c'est une forme de nuit grave aussi dans l'esprit de l'être humain. Et donc, les églises au Togo, catholiques et protestantes en l'occurrence, ont gardé cette option préférentielle pour les pauvres. C'est vrai que quand vous voyez quelques collèges de Lomé, vous allez dire, mais où est la pauvreté? C'est pour les enfants des riches et tout. C'est vrai, mais le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Il faut aller partout où nous sommes pour voir. Pendant des années, nous avons été dans des milieux où il n'y avait ni école primaire, ni école secondaire. Je prends des milieux que vous pouvez visiter où le collège ou l'école primaire arrivait il y a 10 ans. Mais nous étions là peut-être 20 ans avant, 30 ans avant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui la situation nous oblige à renoncer à quelque chose de notre identité, qui est l'option préférentielle pour les pauvres, nos écoles vont devenir des écoles d'élite. Ça voudrait dire que si on fixe l'écolage à 500 000, si tu as l'argent, tu viens. Si tu n'as pas l'argent, tu te débrouilles. Mais nous ne sommes pas dans cette logique parce que l'Église, elle est servante et elle ne peut pas laisser de côté les pauvres. Du coup, la question du partenariat avec l'État pour que les subventions puissent nous accompagner est indispensable. Parce qu'à dire vrai, et l'État gagne aussi dans ce partenariat. D'abord, l'État n'aura plus à mettre en place les infrastructures parce que au moins les églises ont cette dimension de la charité où grâce par exemple aux œuvres pontificales missionnaires et à d'autres ONG des églises, on peut faire des projets et construire les bâtiments, les équiper et tout. Mais il n'y a aucune structure dans nos églises qui puisse s'engager à payer les salaires. Du coup, au lieu que l'État puisse investir dans les bâtiments et prendre en charge des salaires, mais c'est notre contribution en tant que citoyen, en tant qu'institution, de mettre en place ne serait-ce que les infrastructures. Imaginons que dans notre pays, comme au Mali, comme en France, l'État entrait dans la dynamique de nous donner des enseignants ou de prendre en charge le salaire des enseignants. Nous pouvons même déclarer nos écoles à peut-être 500 francs, 1000 francs. Parce que ce qui resterait, c'est de trouver les moyens pour notre fonctionnement, payer l'électricité, l'eau, et réparer quand il y a problème. Ça, on peut le faire. C'est pas ça qui coûte. Ce qui coûte, ce sont les salaires et les droits qui accompagnent ce que nous pouvons appeler la charge salariale. Donc, c'est pas une crise du tout au passé. Nous sommes dans la logique de dialogue permanent avec les acteurs qui voient effectivement que ce n'est pas une mauvaise volonté, mais c'est une question de rareté de ressources. Et je pense que c'est ça qui donne cette impression d'apaisement. Mais c'est l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui sont engagés dans l'enseignement catholique ou l'enseignement confessionnel catholique et protestant, parce que les protestants ont les mêmes problèmes, de les féliciter pour leur abnégation et leur sacrifice. Sinon, cette crise n'est pas au passé. Nous comptons sur la bonne volonté du gouvernement pour que ce partenariat nous permette de continuer à être au service des pauvres. Vous l'avez dit tout à l'heure, les enseignants aussi ont compris la situation. C'est ce qui donne l'impression dans ce sentiment de cadre. Est-ce que vous êtes arrivé à satisfaire quelques points de leur revendication entre-temps? Disons que pour les enseignants 1045 du préscolaire primaire qui sont pris en charge par l'État, avec les négociations,
il y a 2 ans, ils ont connu une augmentation salariale de 20 000 francs, mais il faut dire que c'est encore des salaires, excusez-moi l'expression, minimalistes. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste pour dire que c'est pas ça. Il y a eu des petits pas, notamment cette augmentation. Et depuis 2015, ils sont effectivement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale et ces allocations sont payées par l'État depuis 2015. Donc c'est l'occasion de remercier le gouvernement pour ce qui se fait à l'endroit du confessionnel catholique et protestant, mais en même temps de dire combien on a encore besoin pour être vraiment au service de la jeunesse du pays, d'être soutenu davantage. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec ces revendications, cette crise et ce calme, le calme qu'on observe aussi, l'enseignement catholique a son détient toujours, bien garde toujours le niveau qu'il avait dans le niveau, je dois dire que oui, parce que beaucoup disent le niveau a trop baissé et tout, mais des fois c'est très subjectif parce que on ne dispose pas d'études qui puissent nous dire par exemple que voilà le niveau était dans les années 80, voilà avec tel critère objectif, l'apprenant qui sortait du système et qui a peut-être fait le parcours CP1, CM2, voilà, et puis aujourd'hui on peut faire ces genres de comparaisons. Ça se dit beaucoup, ça s'observe, ce n'est pas complètement faux, mais je n'ai pas trouvé aussi des études disponibles. Mais nous, chaque année, ce que nous avons pu faire, nous essayons de capitaliser. Et donc, quand nous avons centralisé, par exemple, pour l'année dernière, les taux de réussite aux examens officiels qui nous servent de baromètre, parce que nous compétissons comme toutes les autres écoles, y compris les écoles publiques. Donc au niveau du CEPD par exemple, le taux national, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai trouvé comme information, était à 81,8. Bon, nous sommes à 80,36. Ça voudrait dire que, bon, on n'a pas démérité autant. Pour le BPC, là aussi, si je me trompe, que ceux qui nous suivent aillent à la source pour chercher l'information. On était à 65,08, nous sommes à 82,52 pour nos établissements. Le bac 1, toutes séries confondues, quand nous avons essayé, nous sommes à, je ne connais pas le taux national, mais nous sommes à 82,44. Et le bac 2, je ne connais pas aussi le taux national de toutes les séries confondues, mais toutes les séries confondues dans nos établissements, nous sommes à 83,37. On ne peut pas se cacher derrière les chiffres parce qu'en réalité, notre vision, notre projet éducatif, c'est l'éducation intégrale de la personne humaine. Ces chiffres disent la dimension cognitive, ce qu'on peut connaître intellectuellement. Mais est-ce que nous avons formé le cœur? Est-ce que nous avons formé les attitudes? Du coup, l'approche d'acquérir des savoirs, mais d'acquérir aussi des savoir-faire et surtout le savoir-être, est-ce que tout cela l'a accompagné? En fait, c'est ça notre grand souci, c'est ça qui fait que nous avons maintenant un plan stratégique pour ne pas naviguer à vue, un plan stratégique qui tient compte du plan de le PSE. Hein, l'État a déjà aussi un plan, hein, le plan sectoriel de l'éducation de la République du Togo 2020-2030, et qui est un outil important. Donc l'Église catholique a aussi un plan stratégique 2020-2025, et qui s'en inspire beaucoup, mais ça nous permet de savoir où est-ce que nous voulons arriver, et la priorité doit être aussi que notre projet éducatif qui veut former toute la personne, qu'on arrive à s'assurer de ça. Parce que quand on voit aujourd'hui notre pays, beaucoup de cadres sont passés par nos écoles, nos collèges, que ce soit au niveau catholique ou au niveau protestant. Mais quand on voit le degré de corruption
dans notre pays, les difficultés à asseoir une justice sociale dans le pays, cette forme de vouloir briser le pauvre et ne pas en tenir compte, nous nous demandons, est-ce que nous avons suffisamment formé le cœur ou on n'a formé que la tête? Et donc, on a des géants au niveau des diplômes, des gens qui ont 2, 3 doctorats, mais qui, par exemple, n'ont pas compris qu'avec 3 doctorats, si ton voisin de quartier n'a pas à manger et que ses enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que ces enfants ont eu le sort de naître dans une famille pauvre et que cette situation, par exemple, doit bousculer ces doctorats et l'amener à trouver une solution, quand ça manque, on se demande, finalement, on a fait l'école pourquoi? On a fait l'école comme des galons qu'on présente, la poitrine dégagée, et puis, quel type de développement on peut avoir avec ça? Parce que pour parler développement, il faut que l'être humain soit au cœur. Comment est-ce que tous ces intellectuels que nous avons formés sont capables de se laisser toucher par la situation du pays? Et quand ils sont à des postes de décision, comment ils arrivent à impacter des décisions qui vont permettre à nos populations, à nos enfants, à nos jeunes, de rêver pour le Togo? Moi, je suis tout le temps en situation de souffrance parce que on n'arrive pas à avoir, on n'arrive pas à trouver des chemins de sortie, mais des fois, quand on regarde des gens qui ont eu à recevoir la formation à l'école catholique ou dans une école protestante, on se dit, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que cette dimension d'être capable de faire le bien, hein, c'est l'épître de Saint Paul aux Romains, le chapitre 12, verset 21, je crois, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ça, par exemple, c'est des choses qu'on a répétées dans les salles de classe et tout, mais comment se fait-il que ces mêmes personnes aujourd'hui vont plutôt oublier qu'il faut vaincre le mal par le bien et sont peut-être des fois capables de donner au moins l'impression qu'on préfère aller de mal en mal. Vous voyez, donc je crois que nous sommes nous-mêmes en train de nous interroger et avec la grâce de Dieu, la bonne volonté des uns et des autres, je me dis que même au niveau public, on doit avoir une éducation intégrale de la personne humaine. On ne fait pas des diplômes pour trouver des places pour écraser les autres. Bon, si on étudie, c'est pour être plus humble et rendre plus de service à sa cité. Sinon, le savoir n'a plus de sens. Et ça, même en dehors du christianisme, les gens l'ont compris. Quand Platon dit que le philosophe doit être roi, ce n'est pas parce que il est philosophe, il a fait une thèse, mais c'est parce qu'il a la connaissance. Et il est mieux éclairé pour éclairer les autres, pour que le vivre ensemble puisse être bâti sur des valeurs et non des contre-valeurs. Et donc, ça se repose la question, le rôle de l'intellectuel dans la cité, particulièrement dans la cité togolaise. On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup qui ont fait des masters, beaucoup qui ont fait telle spécialisation. Mais quand ils sont à des postes de responsabilité et de décision, est-ce qu'ils savent décider avec le cœur? Est-ce qu'ils savent décider autour des valeurs? Est-ce qu'ils savent mettre l'homme au centre de la réflexion, ou c'est plutôt l'argent, c'est plutôt l'honneur, ainsi de suite. Donc c'est des choses qui nous interpellent comme enseignement catholique. Mon père, parlons justement de la formation du cœur. Vous m'avez rappelé quelque chose qui s'est passé l'année dernière dans certaines écoles catholiques. On connaît l'Église catholique, l'enseignement catholique, pour sa rigueur, sa discipline et autres. Mais l'année dernière, le scandale a été que dans certaines écoles catholiques, on a vu des enfants faire des trucs et les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. On s'est dit, ces églises catholiques ont passé cette rigueur, cette discipline. Oui, ce qui s'est passé, nous l'avons tous dénoncé. Mais il faut dire qu'on en a ajouté. J'ai suivi ce dossier de près. Aucun de nos élèves, aucun, et ça je peux répondre devant qui de droit,
il n'y a pas eu de films pornographiques dans nos écoles. Parce que dans le montage même, on a pris des images d'ailleurs, qu'on a mélangées avec des images du Togo. Par contre, ce qu'il y a eu des danses dont les gestes ne correspondent pas à notre identité. Et de retour de ce temps de confinement, les élèves ne devraient pas se permettre de manger, de se prendre plus ou moins dans leurs bras parce que la distanciation était nécessaire. Donc ils ont été interpellés, certains ont été gardés et au finish, on a vu, et ça les autorités peuvent le montrer, qu'en réalité c'est des jeunes qui se sont retrouvés et dans leur fougue, c'est comme, excusez-moi, quelqu'un qui sortait peut-être de la prison. Et dans leur fougue, ils se sont jetés l'un sur l'autre, ils ont commencé. Et l'autre chose qui est très négative aussi, c'est qu'ils puissent se dire, on va lancer un concours et on va voir celui qui va peut-être montrer plus de trucs bizarres. Mais tout ça, ça montre aussi, quelque part, le défi de l'éducation aujourd'hui non plus comme une structure fermée. Nous, comme enseignement catholique, on va faire ce qu'on va faire dans les 4 murs. Mais le téléphone portable qui a servi pour filmer, c'est pas l'école catholique qui l'a donné. C'est peut-être les parents ou je ne sais pas. Et ensuite, la façon d'organiser la chose, ce n'est pas non plus nos écoles. C'est que certainement, il y a un adulte derrière qui a lancé ce concours. Et comme j'ai eu à le dire aux autorités, il faut trouver cet adulte. Et c'est à cause de ça même qu'on a interpellé aussi nos élèves. Mais quand nous prenons tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que les élèves regardent? Quand ils sont en classe, ils ne peuvent pas utiliser leur portable, nous sommes d'accord. Mais une fois qu'ils sont au portail de l'établissement et qu'ils sont connectés, ils regardent quoi? Et qu'est-ce que nous-mêmes, nous leur servons à la télé? Et des fois, les films qu'on passe à la télé. Aujourd'hui, dans la situation de la mondialisation, avec l'accès à l'Internet, nous devons nécessairement asseoir des modules de formation pour nos enfants à l'utilisation responsable de cet outil qui est une merveille, mais qui peut aussi enfoncer les gens. Si un élève facilement peut accéder à des sites pornographiques depuis sa chambre avec sa connexion et son téléphone, et qu'il a l'habitude d'être dans ce monde-là, qu'on ne soit pas surpris qu'à un moment donné, même en classe, il puisse se filmer dans des comportements bizarres. Dans tous les cas, nous avons géré avec fermeté et nous espérons que les leçons ont été quand même reçues. J'avais même dit à l'époque que ceux qui sont impliqués dans ça, qui sont en terminale et en première, s'ils échouaient, on les renvoyait de nos établissements. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont tous réussi aux examens. Et donc j'espère qu'ils ont tiré des leçons. Oui. Merci beaucoup, père. Bon, je pourrais dire, je pourrais me vanter en disant à nos suiveurs que moi aussi j'ai fait l'école catholique. Ouais, c'est là que je me suis formé. Et cette rigueur-là, on l'a toujours eu. Par exemple, dans la navigation de l'alternative. Voilà. On va une pause et on se retrouve tout à l'heure.